Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Prolongation qui nous amène du côté du Mali ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, avec notre invité, le Premier ministre malien, évidemment, Choguel Maïga, qui s'exprime donc chez les GG. Je le disais tantôt, au Mali, la transition continue de se mettre en place. Arrivé donc en août 2020, Assimi Goïta et ses hommes ont affiché l'ambition de refonder l'État avec la priorité, la restauration de l'intégrité, il faut le rappeler, territoriale du Mali. Ça a suivi donc l'ouverture d'importants front, notamment avec la CEDEAO et la France, qui exige, il faut le rappeler, plus de lisibilité donc sur l'agenda politique de la transition. Mais comment le Mali s'en sort-il de ce bras de fer? Quelles sont les perspectives actuelles de la transition malienne? Toutes ces questions posées ce matin. Choguel Maïga, il faut le rappeler, il est le Premier ministre malien, il est notre invité ce matin. Avec vous, Antoine Kourouma, depuis Bamako. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Espace TV, sur le réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Nous sommes au Mali et on est avec le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, avec qui on a un entretien très spécial autour de la crise malienne. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Espace TV. On parle du Mali, on a envie de savoir comment se porte la transition malienne depuis près de 2 ans. La transition malienne se trouve dans une sorte de tempête. Des puissants vents contraires dont l'objectif c'est de contrarier le peuple malien dans l'accomplissement des objectifs du changement. Dieu merci, à l'heure où je vous parle, tous les 5 objectifs du changement sont en marche. Le premier objectif, c'est la mise en place d'un organe unique indépendant pour les élections. Parce que n'oublions pas que la crise politique est partie du tricas des élections d'avril-mars 2020. Le deuxième objectif, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Les disparitions forcées de journalistes, les détournements massifs de 20 à 30% du budget de l'armée, qui du reste était constitué de 20 à 25% du budget national. Et donc la lutte contre l'impunité et la corruption qui ont désarticulé notre État, désarticulé la société, désarticulé le système de défense. Le troisième objectif, c'est les réformes politiques et institutionnelles qui sont reportées depuis plus de 20 ans. Le quatrième objectif, on pouvait le mettre en premier plan, c'est garantir la sécurité des Maliens, des Maliennes et des Maliennes. Depuis 9 ans, nous ne faisons que constater, assister à des tueries massives, des villages qui disparaissent, des femmes et des enfants brûlés, assassinés. Nous avons décidé d'y mettre fin. Ça fait la quatrième revendication. Et la cinquième, il y a l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui est contesté par une partie de l'opinion publique malienne, mais nous disons que c'est un accord que l'État a signé, même si c'est en position de faiblesse. Il faut mettre cet accord en œuvre de façon intelligente. Ça veut dire quoi? Veiller à ce que les soupçons de velléité de partition du Mali d'une partie de l'opinion publique ne soient pas avérés. Donc on met l'accord en œuvre de façon assez intelligente et pédagogique pour écarter toute possibilité de partition du Mali à long et moyen terme. Voici les 5 objectifs. À vous écouter, on a l'impression, on se dit que tout va bien au Mali, alors que vous êtes sous sanction de la CEDEAO. Il y a déjà un bras de fer qui est engagé avec la France. Dites-nous comment le pays vit cette situation particulière. Parce que pour arriver au Mali, les Africains sont contraints. Si habituellement ils font 1 heure de vol pour arriver au Mali, il y en a qui font 10 heures actuellement pour être là. Vous savez, l'embargo a été pris avec principal objectif de faire tomber ce régime-là. Ce n'est pas compliqué, nous le savons. Pour quel motif? Mais pour le motif que ce gouvernement ne convient pas. À qui? À la France. C'est la CEDEAO qui nous a sanctionnés. Mais nous avons dit clairement dans le communiqué du gouvernement que les sanctions de la CEDEAO sont commanditées. Pour quelle raison? Quelle preuve vous avez pour attester? La preuve, c'est que d'abord, elles sont illégales. Il n'y a aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UEMOA, aucun texte de la Banque centrale, aucun texte de l'ONU qui a prévu un embargo. Bien au contraire, il n'est pas prévu un embargo dans le texte de la CEDEAO. Il est prévu la suspension du gouvernement, de ses participations aux réunions, ainsi de suite. L'embargo n'est pas prévu. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest interdit, dans l'article 4
de son statut que des banques centrales d'autres États donnent des injonctions aux banques centrales d'un pays quelconque. Ils l'ont fait. La Convention de l'ONU sur les pays sans littoral interdit un embargo contre un pays sans littoral. Le Mali l'a ratifié en 1967 et nouvellement en 1987. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre violer vos propres textes en disant que c'est pour installer la démocratie. Le calcul est simple. Quand cet embargo est pris, avec les complications dont vous venez de parler, le peuple va se révolter en quelques semaines. Mais c'était avait même donné 10 jours. Est-ce que la disproportion de la décision de la CEDEAO n'est pas liée au fait qu'on veut envoyer un message aux autres pays dans les mêmes conditions que vous? Bien sûr, il y a les ça. Empêcher. Il y a ça, mais il y a autre chose. Pourquoi nous disons que cet embargo était commandité de l'extérieur? Nous étions dans des discussions avec la CEDEAO qui ont été rompues brusquement. La CEDEAO nous a demandé d'envoyer un calendrier, un chronogramme des élections, que nous avons envoyé en attendant des discussions. Ce qui se fait très souvent, M. le Président. Mais c'est ce qui se doit. Mais pourquoi on prend un embargo? Et on sait que, et ça, c'est pas qu'on le sait, ça a été dit officiellement, les dirigeants français ont annoncé bien avant que la CEDEAO se réunira le 9, qu'il y aura des sanctions, que à chaque sommet de la CEDEAO, si ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de la Défense ou le président qui annonce les sommets de la CEDEAO et leurs conclusions. Cette histoire qu'on appelle Wagner, mais c'est les médias français, les dirigeants français qui commençaient à en parler, en disant que c'est des rumeurs qui sont dans des vérifications. Mais pendant ce moment, la CEDEAO a mis dans une résolution des chefs d'État pour condamner le Mali. Mais nous leur avons dit, mais ça vous coûtait quoi de venir vers nous, parler avec nous, discuter pour ensemble? Mais Monsieur le Premier ministre, nous savons que la France donc c'est pour ça a un service de renseignement hyper développé. Ils ont des moyens logistiques qui leur permettent de pouvoir vérifier certaines informations. Pourquoi inventerait-il la présence de Wagner au Mali si ce n'était pas vérifié? C'est pas une question de Wagner. En vérité, on veut nous entraîner dans une bataille géopolitique qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas dans les bagarres entre la France et la Russie. Nous avons dit que notre peuple est en train de mourir depuis 9 ans. Des villages entiers sont en train de disparaître de la terre. Alors que nous avons Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, et Cap Mali, et UTM. Nous avons dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut diversifier nos partenaires. C'est ce qu'on ne nous a pas pardonné. C'est tout. Maintenant, le reste, il faut avoir une stratégie de diabolisation du gouvernement pour le faire rejeter d'abord par la communauté régionale et ensuite par la population. Est-ce que les services de renseignement français, par exemple, ce qui est dit est faux, M. le Président? Les services de renseignement français avaient prévu que si l'embargo est pris, le régime tomberait dans les 10 jours. Et beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO ont misé sur ça. Il va être rejeté par la population, mais ils se sont trompés. On vous a suivi sur d'autres canaux, dire que vous étiez libre en tant que pays souverain, de nouer partenariat avec qui vous vouliez. C'est exactement ce que nous avons dit à nos amis français. Pourquoi vous refusez d'assumer que Wagner est présent au Mali? Mais nous, on n'a pas de Wagner. Nous avons la coopération avec la Russie. Mais vous avez vu, si on cachait, on a vu des avions cargo atterrir au Mali. Quand l'armée française a laissé l'emprise de Tombouctou, le lendemain, un avion cargo a atterri avec du matériel, avec des instructeurs. Si on avait caché, oui. Maintenant, maintenant les Français disent non, ça, ce n'est pas des Russes, ce n'est pas à travers la coopération russe, c'est Wagner. Mais ça, c'est leur affaire. Nous, on n'a jamais pointé comment on l'appelle, la Légion étrangère française. On ne l'a jamais pointé comme étant des mercenaires. Pour nous, ils viennent dans le cadre de la coopération française. Mais on essaie de nous diaboliser. Mais regardez cette histoire de l'ambassadeur. Ouais. J'anticipe. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'un jour, le Sénat, dans sa grande magnanimité, le Sénat français a décidé d'écouter les ambassadeurs des pays du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'ils pensent de Barkhane, de ce qui se passe? Et l'ambassadeur du Mali a commis le crime, entre guillemets, après avoir dit tout le bien qu'il pense de l'armée française, de dire, mais attention, vous avez des éléments de la Légion étrangère qui ont des comportements un peu orthodoxes, qui ne sont pas bien pour l'image de l'armée française. Il a donné quelques détails. Savez-vous qu'après avoir dit ça au Sénat, quelques heures après, le président a été sommé, menacé de le relever. Le même soir, le ministre des Affaires étrangères a pris un avion pour aller présenter ses excuses.
Et l'avion qui a amené le ministre, l'ambassadeur est venu dans cet avion. Et depuis, on n'a pas d'ambassadeur. Non, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais peu de Français le savent. Les Africains ne le savent même pas. C'est une révélation que vous... Non, mais c'est authentique. Et nous avons proposé, c'est pas faute de proposer un ambassadeur. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un refus du partenaire français de recevoir en vérité, un ambassadeur. on n'est pas naïf. Ils ne voulaient pas désigner un ambassadeur sous ce gouvernement. Ils comptaient sur le renversement du régime pour que le nouveau régime qui leur est favorable leur envoie celui dont ils ont besoin. Même là, ils auraient pu refuser. Maintenant, l'ambassadeur de France. Ouais. Ici. Parce que vous avez fait autant avec l'ambassadeur français. Non. Ici, je l'ai fait convoquer au ministère des Affaires étrangères au mois d'octobre. Pour quel motif? Le ministre l'a convoqué et lui dit de cesser ses activités subversives. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On le lui a dit. Il n'était pas le seul diplomate. On a fait des mises en garde aux diplomates qui travaillent à diviser les Maliens. Tout ça, ça se règle dans les coulisses. Mais lorsqu'au plus haut niveau, ils se mettent à injurier le chef de l'État du Mali, nous avons dit que ça n'est trop. Vous ne pouvez pas injurer un chef d'État, humilier toute une nation et prétendre que vous avez un représentant auprès de cette nation. C'est tout ce que nous avons fait. Ils n'étaient pas habitués à ça. C'est tout notre crime. Je disais qu'on va revenir tout à l'heure à la question de la CEDEAO, puisqu'on parle de la France. Est-ce que, monsieur le PM, vous n'avez pas, dans les démarches, fait preuve de... est-ce que la diplomatie à votre niveau n'a pas manqué dans la façon de faire avec la France? Donc, on vous reproche d'avoir été un peu trop vif dans les réactions. Non, vous savez, c'est très simple. La France n'était pas habituée à ce que les Africains disent ce qu'ils pensent. Il était habitué à menacer les dirigeants. Et quand vous n'obéissez pas, dans les mois qui suivent, votre régime tombe. Ils étaient habitués à ça. Et lorsque ils nous ont dit qu'ils vont nous abandonner, au mois de juin, une déclaration, alors que nous avons un accord de défense écrit, ils ont décidé de déchirer cet accord et le jeter à la poubelle, à leur guise. Nous avons dit, OK, si vous n'en voulez pas, rélisons l'accord. Ce qui ne vous convient pas, on l'enlève. Ce qui ne nous convient pas, on l'enlève. Nous avons fait notre part de relecture, on leur a envoyé. Ils ont mis ça aussi dans les tiroirs comme l'ambassadeur, en attendant de renverser le régime. Mais ça, c'est des faits qui sont avérés. Donc, quand nous voyons que la CEDEAO, tous les actes qu'ils posent, alors que nous partons dans les discussions, est-ce que vous savez que nous avons écrit à la CEDEAO au mois de décembre pour dire que c'est le 31 janvier 2022 que nous reviendrons vers elle avec un chronogramme détaillé, argumenté. C'est la CEDEAO qui nous a dit non, il faut qu'avant le 31 décembre, nous ayons un chronogramme, quel qu'il soit, qui peut servir de base de discussion, pour montrer votre bonne foi. Quand les assises nationales de la refondation sont terminées, lesquelles assises ont demandé dans les débats une transition d'une durée de 6 mois à 10 ans, mais que majoritairement, c'est 6 mois à 5 ans, nous avons retenu les 5 ans. Le même soir. Sans vouloir vous couper, on reviendra à la CEDEAO. Non, c'est pour vous montrer que la diplomatie... complètement la France, parce que sur la question de la France, est-ce que vous avez pensé aux conséquences qui peuvent advenir de cette façon brusque de casser les relations Non, militaires? on n'a pas cassé. Oui. Quand la France dit qu'elle s'en va, ça nous a visé. Vous auriez pu agir autrement pour ramener à la raison. En faisant quoi? Au regard de la durée du temps qu'a mis votre coopération, vous auriez pu agir autrement. En quoi faisant? Quelqu'un, vous êtes ensemble, vous êtes sur un terrain de bataille. Il vous annonce que lui, il part. Moi, je suis un militaire à la retraite. Quand vous êtes dans le combat, celui qui vous quitte dans le combat, il vous a abandonné. En fait, il vous a trahi. Est-ce que vous avez les moyens de supporter leur départ? Non, on n'a pas le choix. Ils ont décidé de toute façon de partir. Mais un enfant, il faut apprendre à tomber, te lever, te blesser jusqu'à t'arrêter debout. Ils n'étaient pas habitués à ça. Les Africains pensent que sans la France, vous n'êtes rien. C'est ce que je dis, qu'on a inoculé le virus du défaitisme et du pétainisme dans le sang des Africains. Donc quand ils ont décidé de retirer leur armée, simplement parce qu'une nouvelle direction à la tête du pays, ils étaient convaincus que le président allait se mettre à terre, ils allaient lui poser des conditions. C'est ce qu'Assimi Goïta a refusé. D'accord. Ils ont voulu qu'il désigne le Premier ministre qu'ils veulent. Il n'a pas voulu. Au niveau de la CEDEAO, le même débat.
On ne veut pas de ce Premier ministre, on ne veut pas de cela. Mais comment ça, on peut imaginer ça? Et depuis l'annonce du départ de... Et donc quand ils ont dit qu'ils partent, nous disons on prend notre destin en main. C'est quoi le bilan de l'intervention militaire malienne sur le terrain? L'intervention militaire d'une façon générale de la communauté internationale, tout en ayant tout le respect dû à la mémoire des soldats qui sont morts, le bilan est le suivant. En 2013, le terrorisme était à l'extrême nord du pays. En 2020, il a occupé les 80% du territoire. Le gouvernement malien, lorsqu'il a été abandonné, comme j'ai dit, en plein vol, a décidé de diversifier sa coopération, de prendre ses responsabilités. En moins d'1 an, nous avons acheté autant d'équipements militaires que les 30 années réunies. On a préparé une grande offensive militaire qui a été lancée à partir du 28 décembre 2021. Ça fait moins de 3 mois. Nous avons détruit plus de bases terroristes. Nous avons capturé plus de terroristes. Nous en avons neutralisé plus que les 12 dernières années réunies. On a plus de 350 000 réfugiés. Pendant ces années, il n'y avait que des réfugiés. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 qui sont retournés volontairement. Est-ce qu'il y a des éléments qui sous-tendent cela? Non, mais c'est la preuve, vous pouvez aller dans le pays. Est-ce qu'en faisant ce bilan, par exemple à la télévision nationale, vous présentez les éléments matériels? Mais bien sûr, les populations témoignent. Les gens qui sont en ville, leurs parents téléphonent, ils retournent chez eux. On pense qu'il y a plus de théorie que de pratique. Non, il n'y a pas de pratique. Les villages sont connus où les populations retournent. Vous avez un village qui s'appelle Farabougou ici, qui était occupé par les djihadistes depuis 2 ans. Mais il a été libéré. Il y a un village qui s'appelle Marabougou, dans le cercle de Djéné, depuis 2 ans. Mais il a été libéré. Dans l'extrême est, toute la zone de Nara, la forêt a été ratissée là-bas. C'était des villages qui étaient sous esclavage. Ils ont été libérés. Nous avons capturé des terroristes qui viennent des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, qui sont en train de parler. Ils sont dans les mains de la gendarmerie aujourd'hui. Parce que nous savons qu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un qui a autant d'armes, des armes lourdes, s'il n'y a pas de cellules dormantes chez eux. Au lieu de coopérer, pendant que nous engrangeons ces résultats, au lieu que nos frères viennent nous aider à aller, c'est pendant ce moment qu'on décide de nous étrangler. L'objectif étant de faire tomber le régime et amener des hommes qui vont faire ce qu'il y a d'habitude. C'est-à-dire, on leur dit, faites ça, ne faites pas ça, on ne veut pas de ça. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un renouement des relations militaires entre vous et la France? Vous savez, moi j'ai toujours dit... Non, vous savez, je pense que les dirigeants français et une partie des responsables africains exagèrent. Moi je suis convaincu que ce qui lie la France au Mali est plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, il y a une certaine campagne électorale, il y a cette aversion vis-à-vis des dirigeants maliens, de la CEDEAO et puis de la France, mais les peuples ne sont pas d'accord avec eux. Vous savez, le peuple français n'est pas contre le peuple malien. Et je viens d'expliquer à un de vos collègues, les Maliens de France, c'est le contingent le plus nombreux de Maliens de l'extérieur. Leur poids dans notre économie est plus important que le poids de la France dans notre économie. Nous sommes liés à la France par l'histoire. C'est avec leur langue que nous communiquons. Donc on ne peut pas comme ça, parce qu'un dirigeant est mécontent, il diabolise déjà. Les peuples n'accepteront pas. C'est pourquoi je suis certain que tout ça, c'est un vent qui est passager. Nous quitterons un jour, ils reviendront. C'est comme avec la CEDEAO. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons toujours dit que ce qui se passe avec la CEDEAO, c'est une brouille dans une famille. Justement, elle est passagère. Parlant de la je suis convaincu de ça. On a vu récemment l'émissaire de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian, qui était dans vos murs. Dites-nous quel a été l'objet de la rencontre, parce qu'on a constaté dans le programme, le PM malien n'était pas prévu parmi les séries de rencontres. Pourquoi? Non, c'est très simple. D'abord, chez nous, il y a un système ici. Lorsque vous devez rencontrer le président de la transition, ce n'est pas comme avant, on envoie président, premier ministre, ministre de la Défense. Chez nous, ça c'est terminé. Quand vous venez, on connaît l'objet de votre visite. Les ministres compétents, vous discutez avec eux et vous finissez par le président qui tire les conclusions. Le Premier ministre a fini son travail. Le chronogramme de la transition avec les différents scénarios, nous l'avons élaboré, c'est dans les mains du président de la transition. Donc il n'y a plus de débat à faire avec le Premier ministre. On a pensé que c'était lié aux prises de position tranchantes. Non, ça c'est un peu, de toutes les façons, ça on nous a dit, c'est le président qui est le chef.
C'est lui qui a les cartes à main. Il a toutes les cartes à main aujourd'hui. Demain, il nous dit, écoutez, parmi les scénarios que vous m'avez présentés, à l'issue des discussions, vous avez pu convaincre de ça, bon, voilà le scénario, et ça, on l'applique. Sur le contenu de la visite de l'émissaire de la CEDEAO. Je crois que c'est cette discussion que le président a eue avec lui. D'accord, Lorsqu'ils ont calendrier. Il a proposé un calendrier, le président lui a dit que ce n'est pas le calendrier qui a été discuté avec les Maliens. Et comme nous avons une équipe... Est-ce qu'on peut avoir une idée? On a une équipe Nous avons proposé 4 ans. Le Mali. C'est Et de 5, vous venez à 4? Non, parce que je vous dis que les 5 ans, on était obligés de les présenter. Parce que c'est le peuple qui l'a dit. Donc, pour revenir vers le peuple, pour lui dire que ce n'est pas les 5 ans, il faut qu'on le justifie. Qu'on lui dise, voici ce qu'on a expliqué à nos partenaires. Il faut que la sécurité revienne. Il faut que les populations déplacées reviennent. Il faut que les services sociaux de base reviennent. Il faut que les citoyens soient mis dans le minimum de conditions pour voter. Une fois que cela est fait, on organise les différents scrutins. Il y a des délais incompressibles pour mettre l'organe unique, pour le mettre sur l'ensemble du territoire, préparer la révision constitutionnelle. Il n'y a que ce genre de délai dont dépend la durée de la transition. Ils n'ont pas autre chose. On a dit oui, ils veulent rester au pouvoir, ils ont fait déjà 1 an et quelques, ils veulent rester faire plus d'un mandat. Les 9 premiers mois de la transition sont partis par perte de profit. Au bout des 9 mois, il n'y a aucun des objectifs de la transition qui a été Nous constatons néanmoins qu'il y a un changement dans le ton, surtout côté malien. Si déjà de 5 venait à 4 ans, cela signifie qu'il n'est pas exclu que dans les négociations, le Mali redescend jusqu'à 3 ans de transition. Je ne peux pas vous dire un chiffre, mais je vous dis que le Mali est prêt à des négociations. Nous avons une ligne rouge au-dessous de laquelle nous ne pouvons pas nous entendre. Laquelle? Non, la ligne est définie pas par les humeurs, mais par les missions de la transition, le redressement de notre pays, la sécurisation de notre population, la mise en place des conditions pour rendre le processus de changement irréversible. Pour que 2 mois, pour que 6 mois après, on mette un président qui tombe. Pourquoi vous pensez qu'un civil ne peut pas combattre le terrorisme? Personne n'a pensé ça. Dans vos discours, c'est ce que nous apprenons. Mais jamais, ça c'était un faux. Vous avez dit que Goïta a les capacités. Non, voilà ce qui s'est passé. Oui. Il faut que je vous explique bien. Parce qu'il y a ces aspects, peut-être que bien sûr il y a une campagne de diabolisation, mais que beaucoup ne comprennent pas. Les militaires qui ont parachevé la lutte héroïque du peuple malien ne sont pas sortis des casernes comme ça pour prendre le pouvoir. Chaque transition a ses réalités. Il y a des pays où la transition survient parce que le président est décédé. Donc en principe, la transition doit aider à combler ce vide-là, élire un président. Il y a des pays où il y a des questions de sécurité fondamentales, il faut les redresser. Il y a des pays où il y a des violations répétées de la loi, un désordre qui s'installe, l'armée intervient, elle cherche à mettre de l'ordre. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pendant des mois, le peuple était dans la rue, avec 5 revendications dont je vous avais parlé, en disant qu'il faut que le régime change pour qu'on arrête ce massacre. 80% du territoire est occupé par les terroristes. Si ce régime reste, d'ici la fin de son mandat, le Mali va disparaître. Et donc, quand le peuple est sorti, exercer un droit constitutionnel, parce que dans notre constitution, il est prévu la désobéissance civile en cas de violation grave de la Constitution. Ce gouvernement a tiré sur la population devant les lieux de culte. Il y a eu des morts. Donc, les officiers, ce que nous avons fait, l'aile patriotique de l'armée, des jeunes officiers qui ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations, qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les humiliations, tous les coups bas, tous les coups de poignard que notre armée a subis. Ils étaient là, ils observaient. Ils ne pouvaient pas continuer, donc ils ont intervenu pour éviter la guerre civile. Dans tous les cas, le régime était à terre. Donc, ils ne sont pas venus comme ça. Deuxièmement, quand ils sont venus, ils ont dit tout de suite, nous sommes venus parachever la lutte du peuple. 2. 3. Il dit, pour montrer notre bonne foi, on ne touche pas à la Constitution. Nous allons compléter la Constitution par une charte qui prend en compte la nouvelle donne. 4. On met un gouvernement avec à la tête un président civil, pas un militaire en exercice. Ils ont pris un militaire à la retraite, un premier ministre civil,
La suite, nous la connaissons. Et la suite, c'est que... Il y a eu cet autre coup d'État qui Non. La suite, c'est qu'au bout de 9 mois, aucun des objectifs de la transition n'a même été abordé. Il y avait la grogne dans le pays. Et à l'époque, on vous sentait... On vous a vu. Non, parce que c'est le M5 vous critiquiez à l'époque. Mais c'est normal. Parce qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on change un régime, que ce soit par une insurrection, par une élection démocratique, par une succession dynastique, et que le nouveau pouvoir soit exercé par ceux qui étaient contre le changement ou qui disent qu'il n'avait rien à voir. Ni le président, ni le premier ministre du premier gouvernement. Vos prises de position, c'était pour fustiger... Le prise de position, c'est de dire que les objectifs de la transition ne sont pas pris en charge. Nous avons observé pendant 9 mois, aucun des 5 objectifs n'a été traité. Aucune enquête sur les tueries, aucun mandat d'arrêt contre ceux qui ont détenu l'argent de l'armée. Donc nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Et les militaires, c'est quoi, des hommes intelligents. Ils ont dit, mais attention, nous avons intervenu pour parachever la lutte du peuple. Le peuple est en train de dire qu'il a le sentiment que sa lutte a été détournée. Ils ont négocié avec le président de la transition, ils disent changeons de cap. Quand le président a commencé, d'après ce qu'on nous a dit, a commencé à jouer avec eux, le vice-président de la transition, l'actuel président, a téléphoné aux autres chefs d'État, parlé au président. Il y a un chemin qu'ils ont pris qui risque d'amener dans des affrontements dans l'armée. Il n'y a pas eu de solution. Le résultat, c'est quoi? Le vice-président de la transition, l'actuel président, qui était chargé des questions de défense et de sécurité, on l'a interdit de participer au Conseil des ministres. Le ministre de la Défense, on l'a sorti. Le ministre de la Sécurité, on l'a sorti. C'était quoi? C'était pour les arrêter quelques semaines après. Il y allait y avoir quoi? Des affrontements au niveau de l'armée. Qu'est-ce qu'on allait dire? Vous allez avoir certains vont de grandes joies avec des caméras dire voilà les militaires maliens ils sont en train de se battre pour le pouvoir. Et là également vous accusez ils sont en train de se battre pour le pouvoir pendant que les gens meurent. Donc en ce moment il y a eu ce qu'on appelait la rectification de la trajectoire. Et est-ce que là également vous accusez une puissance d'être derrière cette façon de faire? Laquelle? Certainement la France. Non, nous on n'a pas parlé de France. Nous avons constaté seulement que la trajectoire de la transition a été déviée des objectifs initiaux. Et il y a eu une correction, ce qu'on a appelé la rectification de la trajectoire de la transition. Maintenant qu'elle a été corrigée, Choguel Maïga, Premier ministre de cette nouvelle transition, est-ce que Choguel, aujourd'hui, appliquait tout ce qui a été décidé pour... Et quand la transition a été rectifiée, les jeunes officiers patriotes ont rencontré le M5 RFP. Nous avons joué 4 sur table. On a dit voici les 5 objectifs autour desquels le peuple s'est soulevé. Mettons-les en œuvre. On n'a pas une autre exigence. L'ancien gouvernement l'aurait fait, on l'aurait soutenu. C'est sur ça qu'on s'est entendu. Et le président, depuis, je suis en train de vous dire, depuis cette date, une véritable stratégie de reconquête a été mise en place, pilotée par le ministre de la Défense, qu'on voulait sortir. D'accord. Le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, conduit les opérations. Sur le plan politique, il nous a appuyés, nous allons mis en œuvre tous les 5 objectifs. Aujourd'hui, l'unité qui a organisé les tueries et les dissoutes, les poursuites contre tous les chefs, la lutte contre la corruption, tous les grands dossiers de corruption qui étaient dans les tueries sont transmis à la justice. La lutte contre l'impunité, l'assassinat des journalistes, des mandats d'arrêt sont lancés contre les coupables, qui sont cachés d'ailleurs dans certains pays de la CEDEAO. Nous avons réarmé nos forces armées de sécurité. Je viens de vous dire et vous avez les réformes politiques et institutionnelles. Tout ça, nous comprenons, mais donc tous les objectifs de la transition sont en chantier aujourd'hui. Les objectifs autour desquels... Pourquoi alors quelques-uns parmi vous, je parle de quelques membres du M5 qui aujourd'hui ne pensent pas forcément comme vous? On voit par exemple l'imam Diko qui a pris du recul dans la gestion de la transition. Bon, on sent de la frustration par endroits. Non, vous savez, je pense que, je le disais tantôt à un de vos collègues, il y a un philosophe qui dit que la lutte unie, le pouvoir divise. Il y a des débats, souvent à caractère personnel, il y a des ambitions qui n'ont pas été assouvies, il y a eu des incompréhensions, tout ça, ça peut se comprendre. Ce que je dis dans les débats, y compris au sein du M5, que je mets quiconque au défi de dire que sur les 5 objectifs autour desquels le peuple s'est mobilisé, il y a un seul qui est laissé de côté. Le reste, parce que dans la gestion de l'État, il y a les questions de l'État qu'il faut aborder, les transformations structurelles, il y a les problèmes de personnes, les nominations dans les postes,
des faveurs accordées à tel ou tel. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de frustration. L'imam Dicko a été une figure de proue de la lutte contre... L'imam Dicko a Comment comprendre que vous qui étiez si d'accord, aujourd'hui qu'on sente un effritement dans vos relations? L'imam Dicko avait dit lui-même qu'il retourne dans la mosquée. Le Mali s'en sort très bien, vous réussissez à payer vos fonctionnaires, l'illustration, on a même augmenté le salaire des fonctionnaires. L'illustration, mais cela va durer jusqu'à quand? On a même suivi cet audio, on va le dire clairement, du président ivoirien et de Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, dans lequel Alassane Ouattara semblait dire qu'il n'était pas évident que vous alliez jusqu'au bout. Non, je pense que cet audio a quand même... Vous n'avez pas entendu sur la question officiellement. Non, vous savez, on ne veut pas trop nous étendre sur ça. Ils avaient prévu 10 jours. Ça a été répandu ici. Il y a même des diplomates qui ont dit à certains, bon, ce régime, après les sanctions, dans 10 jours, il va tomber. Sauf qu'ils n'ont pas prévu qu'on a un peuple résilient, un peuple résistant. Deuxièmement, nous nous sommes préparés à cet embargo de longue date. Parce que depuis juin, on voyait les choses venir. On s'est dit qu'à un moment donné, ils vont chercher à étrangler le gouvernement pour le faire partir. On s'est préparé à cela. Mieux, comme je vous dis, ça fait 2 ans. Aucun appui budgétaire. En Afrique, on dit que ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre sans les appuis budgétaires. Aucun appui budgétaire. On a augmenté les salaires. On a équipé notre armée, comme j'ai dit, plus que les 30 dernières années réunies. D'où proviennent ces fonds? Tout vient du Mali. Aucune puissance étrangère ne finance le Mali actuellement? Personne. Aucune. C'est exactement comme l'armée. L'armée qui fait les prouesses aujourd'hui, c'est les mêmes militaires. Nous apprenons qu'il y a quelques puissances qui vous apportent des soutiens. Non, aujourd'hui... Le cas de l'Iran est cité, par exemple. Le cas de l'Iran? Non, à ce stade, je ne suis pas au courant que l'Iran nous ait appuyés financièrement. Toutes les ressources que nous utilisons proviennent de l'intérieur du Mali. Ça, je vous le confirme. Et nous nous sommes organisés, nous nous attendions à cet embargo. Et je crois que le peuple a compris beaucoup de choses. Nous, notre rôle, c'était d'expliquer au peuple malien qu'ils comprennent. Et c'est pour cela que quand l'embargo a été pris, au lieu d'abattre le gouvernement, au lieu de démobiliser la population, il y a eu un sursaut patriotique. Partout. 4 millions de personnes sorties en une journée. Je ne suis pas sûr que beaucoup de chefs d'État élus peuvent le faire dans leur pays. Et d'ailleurs, chez nous, pendant 30 ans qu'on fait des élections, aucun président n'a mobilisé plus de 2 millions de personnes. Parlons justement d'élections qui n'est pas apparemment une priorité de la transition. Qui vous a dit? Dans les propos, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Non. Vous avez dit qu'en pareil cas, puisqu'il y a des priorités qui ne sont pas forcément les élections, je parle des questions sécuritaires, il faut d'abord faire face à cela avant de faire des élections. Puisqu'actuellement, cela ne semble pas être une préoccupation chez vous, vous qui êtes homme politique, comment allez-vous faire dans les prochaines années? Est-ce que Choguel Maïga que vous êtes, est-ce que vous serez candidat par exemple à une élection présidentielle? Non, vous savez, ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Non, en réalité, on n'a pas dit que les élections ne sont pas prioritaires. On a dit qu'il faut résoudre le problème dans l'ordre. Quand vous voulez construire un bâtiment, vous faites le soubassement d'abord. Une fois que le soubassement est solide, vous posez les autres étages. Quel que soit le temps. Le temps, si le soubassement est solide, sécuriser les citoyens, faire les réformes nécessaires, mettre l'organe unique, amener la lutte contre la corruption à un point de non-retour. Point de non-retour, ça veut dire quoi? Tous les anciens dossiers de corruption qui étaient dans les tiroirs, on les sort. On a lancé des audits dans tous les services. Ces audits-là seront transmis au nouveau gouvernement. Ça, c'est le soubassement. Une fois qu'il est solide, le reste peut se négocier. Le président a l'habitude de dire à ses interlocuteurs, si vous nous démontrez qu'on peut prendre en charge les préoccupations du peuple malien en 2 mois, on est prêt à aller aux élections. C'est pourquoi je vous dis que nous, on a un calendrier réfléchi, mesuré, documenté, argumenté que nous avons sous la main. Donc on n'a pas dit qu'on ne va pas aux élections. Pour le reste, là, je pense que le débat sur les élections viendra. Moi, j'ai un objectif aujourd'hui. C'est votre dernier mot pour... Mon objectif aujourd'hui, et de tout le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, c'est de mériter tous les jours la confiance du président de la transition et du peuple malien. C'est que les défis pour lesquels nous avons été appelés, qu'à la fin de la transition, on puisse dire que ces défis ont été levés. Je pense que ça c'est un devoir de génération. Vous savez, les gens cherchent à être président, mais ça sert à quoi d'être président dans un pays, finir par fuir, être en exil, mal géré, ça sert à quoi? Si on accomplit cette mission, je pense que ça suffit dans la vie d'un homme. Maintenant, le reste, chaque homme suit son destin. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Merci à vous. Merci bien.
Auditeurs, téléspectateurs de Adafo Média, nous étions au Mali avec le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, avec qui nous revenions sur la crise malienne. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de Plateau Spécial. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez, on s'intéresse à l'actualité, cette mission qui était là, en Guinée, mon cher Jacques Lewaleno, sauf qu'il n'y a pas eu de communiqué là-dessus. La mission des Nations Unies, évidemment, qui devrait rencontrer, n'est-ce pas, les autorités. Et après, il y a la communication du ministre guinéen des Affaires étrangères, qui a, si vous voulez, jeté un peu du pavé dans la mare en indiquant que la mission était là pour rencontrer seulement les autorités de la transition. Et je crois nécessairement c'est ce qui a été fait, même si après, on a vu cette même mission avec les membres du FNDC. Ça n'a pas été élargi à d'autres acteurs. C'est quand même dans un contexte assez particulier, au moment où les leaders politiques réclament le dialogue sur la conduite de la transition. Le chronogramme surtout. Le chronogramme, mais la conduite pour qu'on sache où on va, qu'est-ce qu'on veut faire pendant cette transition. La mission est en Guinée, mais on a l'impression que le CNRD est toujours dans sa logique. C'est-à-dire on prend son temps. Non seulement on prend son temps, mais surtout on a envie que pour cette transition-ci, que ce soit entre Guinéens qu'on décide. Et je pense que pour ce début, on peut encore gérer la situation comme ça, mais à un moment donné, on aura forcément besoin de quelqu'un de l'extérieur. Parce que lorsqu'il n'y aura plus de possibilité de discuter, parce que pour le moment, quand même on demande. Évidemment. On demande le dialogue. Ce n'est pas Doumbouya forcément de venir s'asseoir devant Selou ou Sidia pour discuter de ces questions. Il y a un gouvernement qui existe et qui doit faire la promotion de ce dialogue, comme cela a toujours été voulu. Il y a un ministre de l'administration du territoire qui est un peu le parrain des partis politiques. Il aurait pu à un moment donné ouvrir un couloir de discussion sur les questions essentielles. Ça, ce n'est pas fait. Une mission vient en Guinée. C'est comme si on dressait, n'est-ce pas, un barrage pour dire non, vous ne devez pas les écouter parce qu'ils risquent de vous raconter des choses qui ne sont pas en faveur de la gente. Mais ça n'a aucun sens parce que ces leaders ont la possibilité, même étant en Guinée, de communiquer avec les Nations Unies, de communiquer avec la CEDEAO. Et si la mission est venue en Guinée s'enquérir des réalités d'ici, c'est parce que tout simplement de là où ils sont, elles sont ces institutions, elles sont au courant de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à amorcer ce dialogue. Ceci étant dit, il y a quand même, et ça c'est à la décharge du CNRD, une crainte quelque part que les discussions soient entamées et que les acteurs politiques mettent sur la balance leur desiderata et que cela puisse prendre de l'ampleur sur tout ce qui a été voulu au départ par le CNRD. C'est-à-dire le CNRD conçoit la transition comme un moment idéal pour refonder l'État, comme on le dit, travailler sur les institutions, mais surtout moraliser la vie publique avec les actions qui sont en cours, notamment la récupération des domaines de l'État, mais également vérifier un peu dans la gestion antérieure pour voir ce qui a été fait, si c'était normal et s'il y a des sanctions à prendre contre les anciens gouvernants, qu'on puisse aller, n'est-ce pas, sur ce terrain. Mais pour les politiques, on a envie de voir plus clair cette affaire. Oui, mais pour les politiques. Ben, pas pour les politiques seulement, mais pour tout le monde. Je suis désolé. Non, je suis en train de terminer ma logique. J'ai dit, c'est cela, c'est la conception que le CNRD a de la transition. C'est-à-dire les élections doivent venir après tout ce que je viens de citer là. Mais pour les politiques, et on l'a entendu plusieurs fois, on dit, ben, c'est pas le rôle de la transition. Ça, la transition, vous prenez le pouvoir et puis vous le transférez. Donc, rapidement, ce qui devrait être fait, la conception des politiques, c'est de travailler sur les textes qui doivent encadrer l'organisation des élections, mettre en place une institution électorale, un organe chargé d'organiser les élections, et puis rapidement, on fixe la date des élections, on sort de cette situation, celui qui va être élu s'occupe, n'est-ce pas, de la moralisation de la vie publique, de la récupération des domaines de l'État, et de tout ce qui peut aider à construire l'État. Aujourd'hui, c'est la contradiction que nous avons dans ce pays, et je crois que les institutions internationales, la CEDEAO, les Nations Unies, telles qu'on les connaît, pourraient
c'est ce que je pense, pourrait s'aligner sur la position des partis politiques. Parce que c'est la même position qu'elles ont au Mali, c'est la même position qu'elles ont partout où il y a des transitions qui s'enclenchent. C'est qu'il faut s'appuyer sur le travail qui doit conduire aux élections et non forcément entrer dans tout ce qui doit assainir la vie publique ou bien récupérer les domaines de l'État. Si vous voulez asseoir des institutions fortes, ce n'est pas... elle ne croit pas trop. Elle ne croit pas trop à cela. Justement, mon cher Diba, est-ce qu'on peut dire que le moteur est grippé? Surtout hier, on a vu la naissance de ce hashtag. Transition Mandamara. Les grandes gueules. Oui, tout à fait. Et c'est un mot qui est en train d'être repris sur les réseaux sociaux. Et c'est parti. Tu es membre du CNRD et du FNDC, toi. Hein? Mais non, comment ça, tu es membre du FNDC? C'est la promotion de la Comment ça? Mais non, mais attends, mais on réalise ce qu'on a vu. Allez-y, Diba, je vais faire aussi. Voilà, donc je disais que les gens ont vu ce hashtag circuler hier. Moi, je l'ai vu sur le compte de Fonike Mengue. C'est une création de Fonike Mengue. Transition mandat Mara. C'est comme ça on avait commencé avec le troisième mandat, Amoulanfé, Atebena et tout ça. Et Gassata, donc aujourd'hui, il y a un hashtag qui sort. Est-ce qu'on va arriver ces vieilles démons? On ne le souhaite pas. Mais je pense que c'est en réaction à ce document qui circule. Ce document dans lequel on parle de diffusion restreinte, on parle de projet de chronogramme de la transition, document dans lequel on a décliné un peu toutes les activités dans le cadre. Hein. Oui, bon, il y a quand même des responsables du CNRD qui ont toute responsabilité pour dire qu'ils ne s'identifiaient pas à ce document qui circule. Ça, la précision, elle est importante. Mais bon, c'est en réaction à cela parce qu'on a vu dans le chronogramme, il était notifié à la fin 4 ans, 4 années donc de transition. Pour l'instant, le Conseil national de la transition qui, le président dans sa communication donnait la responsabilité à cette institution en synergie d'action avec les membres du CNRD, allait fixer la durée de la transition, toutes les forces de la société. Ce n'est pas encore fait. Alors, ce document-là, beaucoup se disent, est-ce que ça a été fait expressement? Est-ce qu'ils l'ont fait fuiter pour tâter le terrain, voir comment les Guinéens allaient réagir par rapport à cette durée de mandat? Est-ce que c'est ce qui se passe? C'est la question qu'il faille se poser, mais l'un dans l'autre, pour l'instant, le CNRD n'a fait aucune communication officielle sur le document. Pour l'instant, nous, en tant que journalistes, on ne peut pas se lancer dans des conjectures, des suppositions. Mais maintenant, pour revenir sur la délégation des Nations Unies, mais aussi de la CEDEAO qui était là, vous savez, même s'ils ne viennent pas, ils ont des représentations sur le sol guinéen qui peuvent faire des rapports circonstanciés sur tout ce qui est en train de se passer. Mais l'ami de moi, j'aimerais quand même apporter l'attention de ceux qui nous écoutent sur une chose. C'est le Burkina Faso à côté. En un mois, ils ont réussi à faire ce que nous, on n'a pas fait. Exact. En pratiquement 8 mois. Vous imaginez, ils ont mis en place qu'un conseil, un comité de rédaction des textes. Et ce comité de rédaction, à date, a fait une proposition de transition de 30 mois, soumise par un comité de rédaction, des textes qui étaient composés de 15 personnes ressources, seulement 15 personnes qui ont pu faire ce travail-là, de façon bénévole. Et plus loin, quant à la charte de la transition, proposée par le même comité, elle prévoit un président de la transition, un conseil d'orientation et de suivi de la transition présidé par le président de la transition, un gouvernement de la transition avec un PM et 20 ministres, une assemblée législative de la transition avec 51 membres. Déjà, ils sont dans la proposition des 30 mois pour la transition. On peut aller vite. Parce que la transition, c'est vrai qu'il faut poser des jalons, qu'il faut faire la refondation de l'État. C'est une action qu'il faut saluer. Mais à un moment donné, les gens sont dans l'attentisme. Ça a été adopté, 3 ans. Ce que j'ai. Oui, c'est bien ça, c'est 3 ans. Voilà, 3 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une visibilité sur la durée de la transition. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Il faut mettre quand même à profit le temps que nous avons. Nous sommes dans une transition et la finalité, ça va être quoi? Ça va être les élections. Évidemment. Quoi que l'on fasse aujourd'hui, quelles que soient les actions qu'il faille poser, la finalité, c'est les élections. Aujourd'hui, il faudrait quand même que le CNRD le comprenne. À un moment donné, les gens vont commencer à se poser des questions sur la volonté réelle. Et ça, je pense que ça risque d'être le point d'achoppement entre eux et le système des Nations Unies. Parce que pour l'instant, ils saluent la mise en place du CNT, ils saluent l'opération de main propre qu'ils sont en train de lancer, mais ils vont commencer à poser des questions, à s'impatienter sur la durée de la transition. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait hâter les pas, faire une proposition de chronogramme, même si on va proposer une date qui va susciter des réactions, on va discuter et s'entendre sur un chronogramme avec un contenu, parce que le chronogramme aussi s'adosse à un contenu. Qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez envoyer le bateau et comment on va en arriver là,
Et ça, tout cela doit être décliné dans ce contenu-là. Et pour l'instant, je pense que ce n'est pas fait. Ouais. Aujourd'hui, il faut quand même que les gens soient éclairés sur cette volonté, sur l'intention de ceux qui nous dirigent par rapport à la durée de la transition. Magiba Milimono. Allez-y, mon cher Tamba. Bonjour. Bonjour. Bon, c'était déjà salué, mais bonjour quand même. Ouais, bien. Alors, moi, ce qui me préoccupe dans le débat politique guinéen en général, mais surtout sur celui de la transition, c'est la passion qui a entouré le débat. Vous savez, il y a des questions simples. Et parfois, même dans les studios, nous contribuons à amplifier des questions qui ne se méritent pas du tout. C'est déjà ça notre premier problème. Je vous donne un exemple. On nous a donné une charte. Le CNRD a proposé une charte. Personne n'a dit non à cette charte. On a tous dit oui. Mais cette même charte a dit que c'est au CNT de fixer la date de la transition. C'est-à-dire que le principe, on l'a accepté, mais vous savez ce qu'on va venir refuser? C'est la conséquence du principe. On ne refuse pas la conséquence du principe. Ce qu'il faut refuser, c'est le principe. Mais quand vous avez dit oui, on veut du principe. Et puis maintenant, on vient poser le débat. Mais le débat, c'est clair, il va se poser où? Le débat sur la durée de la transition, il va se poser où? Il va se poser au CNT. C'est là-bas qu'il va se poser et c'est là-bas qu'il va se régler. Parce qu'on a accepté à l'intérieur de la charte une disposition qui dit qu'il appartient au CNT de faire ce travail. C'est important donc pour nous journalistes de s'approprier ce texte-là et de dire les choses conformément à cela, étant donné, à partir du moment surtout où tout le monde a dit oui à ça. Ça, c'est un premier élément. Au lieu d'aller truffer, embêter les gens finalement avec durée de la transition, qu'est-ce qui va se passer? Le débat aurait dû être en amont. Mais comme on a laissé là-bas, la charte. Voilà, c'est là-bas que le débat aurait dû être. Bien avant même. Maintenant, oui, c'est cela, oui. Finalement. Et moi, je suis content qu'il y ait un CNT établi. Ce qu'il faut dire désormais, c'est aux hommes d'Ansa de se mobiliser pour nous faire ce travail. Sur le projet de chronogramme qui a circulé, moi, je l'ai reçu aussi, comme plusieurs d'entre nous. Et je l'ai lu, effectivement. Les choses vont jusqu'en juin 2025 sur la base de ce chronogramme-là. Juin 2025, jusqu'à la notation à la fin. Les grandes gueules. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous sommes quand même rapprochés de qui de droit pour savoir ce qu'il en était. Et écoutez, moi, j'ai eu une réaction d'un des membres qui m'a dit, écoutez, il a dit, Allah, que Dieu sauve la Guinée. C'était sa réaction quand il a vu le chronogramme que je lui ai adressé. Alors, c'est de deux choses l'une. Soit, il y a des gens qui s'asseyent dans leur coin, des gens avec une grande capacité intellectuelle, d'imagination, pour proposer quelque chose de plus ou moins réaliste, de quelque chose de qualité, donc qui sont dans leur coin et qui proposent quelque chose et qui le jettent dans l'opinion pour susciter ce type de débat et éventuellement de l'opposition de la part des Guinéens. Soit il y a des gens pour ça, soit c'est le CNRD, et ça clairement, je n'ai pas manqué de le signifier, c'est soit le CNRD qui griffonne quelque chose quelque part, et puis qui se dit, bon, on va le jeter, on va voir ce que ça fait. Enfin, c'est quand même le propre des politiques qui agissent souvent. Ça peut être un ballon d'essai qu'on lâche comme ça dans l'opinion pour voir ce qu'il en est. Que cela soit le cas ou pas du tout, nous on sait où le débat doit se mener, ça va être au CNT. Maintenant sur la mission. Je l'ai dit parfois au passage en parlant de mes amis du FNDC. J'ai comme l'impression qu'il y a une inscription de principe de la part du FNDC dans le cadre de l'animation de la transition. C'est-à-dire qu'on va trouver on va trouver le moyen d'avoir une posture à laquelle on sera fidèle dans cette démarche. Pourquoi je le dis? Non, je le prendrai tout à l'heure, c'était. Non, avec plaisir. Tenez, Mafoudia, tu peux me... Allez-y, voilà. Voyez-vous, voilà. Voilà. Merci pour le thé. Je vais en prendre un peu. Tu as l'habitude de me donner à moi. Et puis, donc voilà, maintenant... C'est de la haute trahison. C'est pas de la haute trahison. Ben oui. En fait, c'est toi l'intrus. Si ça commence déjà dans ce studio. Non, je peux lui rappeler l'histoire. Non, s'il te plaît. Laisse tomber. Non, c'est l'histoire du thé. Oui, c'est ça. L'histoire du thé ici, c'est entre Lamine et moi. Non. Quand il y a un troisième... Tu déformes l'histoire. Il y a un troisième, on va discuter de cela. Tu déformes l'histoire. Alors,
je vais vous dire, moi j'ai lu le communiqué du Sénat et du FNDC par rapport au déploiement de l'équipe du Conseil national de la transition à l'intérieur du pays pour recueillir les attentes des Guinéens par rapport à la fois à la transition, mais par rapport au texte constitutionnel qui est en cours de construction. J'ai lu que c'était inutile ce type d'exercice. Et honnêtement, moi, ça m'étonne. Ce type de communiqué, ce type de contenu, ce type de message, moi, ça m'étonne. Premièrement, pour des gens de la société civile. Deuxièmement, pour des gens qui sont rompus à la consultation et à la construction, enfin, à l'exercice démocratique. La consultation sociale, surtout. Donc, à l'exercice démocratique. Il y a même des référendums locaux. Des référendums locaux sont des mécanismes de consultation où on va même de quartier en quartier, on dépose des quartiers. Ce n'est pas les préfectures et les régions qui se font quand on veut adopter une nouvelle orientation politique dans l'exercice dans la gouvernance, c'est des choses qui se font. Et ce n'est pas inutile si ce travail est fait en qualité. Ce n'est pas inutile. Et d'ailleurs, c'est un texte que nous sommes en train de chercher pour savoir concrètement comment ça va se faire. Oui. Mais, Lamine, moi j'en parle parce que j'ai fait ce travail-là. Oui. Pour construire un projet politique, qu'est-ce que les leaders politiques font? Ils se déploient. En Guinée, on n'a pas ce type d'atout, notamment avec le NDI et d'autres... Merci beaucoup d'avoir précisé, parce que ici, ils ne le font pas. Ici, ils ne le font pas. Il n'y a pas de déploiement. Ils calquent des choses et puis bon, ils s'en vont. On n'a pas ce type d'atout en Guinée, mais par exemple, quand on était sur ce programme à Niamey, c'est une organisation internationale à l'intérieur de laquelle je travaillais qui s'est déployée sur toutes les régions du pays, les sous-préfectures, les préfectures, les régions, et qui ont fait des forats point par point. Ouais. Et les préoccupations ont été recueillies, et ce sont ces préoccupations-là qui ont été servies. Dans le cadre de la construction du document constitutionnel, donc la Constitution en vue, ce n'est pas un exercice inutile. Si on veut que le texte reflète déjà la photographie sociologique, politique, et si vous voulez, culturelle de notre pays, si on veut cela, on peut s'en passer. On peut bien s'en passer, mais si c'est fait, à mon avis, il faut y adhérer. Oui. Parce que c'est quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est même fondamental, j'ai envie de dire. Quand vous êtes entrepreneur, on appelle ça l'étude de marché, c'est très important avant de se lancer. Pour que le texte constitutionnel reflète la réalité, parce qu'on s'en plaint, il y a une inquiétude que des observateurs ont soulevée. C'est pas que le facteur temps, c'est de se dire... Mais ces gens-là La nécessité? Non, au-delà même de la nécessité. La composition même du CNT. Okay. Le CNT est composé par toutes les composantes, pour ne pas se répéter, de la société. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des sages et tout. Donc ils se disent, mais vous-même, vous représentez la société. Est-ce que vous ne pouvez vous-même faire des propositions au niveau du CNT, mais c'est trop facile, au lieu d'aller à l'intérieur? Honnêtement, vous-même vous êtes composé, pour ne pas se répéter, de la société elle-même, Lamine. Ils auraient pu, je pense, c'est à mon avis, ils auraient pu eux-mêmes faire des propositions. Voilà, je veux réagir à ça. Tu sais où tu es quand même. Tu es en Guinée. Oui, je sais. Le pays des râleurs. Oui, je le sais, Lamine. Bien, voilà, tant mieux. Moi, j'entends ce propos. Mais je l'entends aussi, justement. Non, je parle à Guiba. J'entends ce propos. Et j'aime vraiment ce que tu dis. Ouais. Mais je veux te soulever simplement 2 observations. Et tu vas voir pourquoi je soutiens une telle démarche. La première observation, moi, le temps, ça, c'est leur problème. Franchement, le temps, c'est leur problème. Mais, Maf, tu permets, s'il te plaît. La première chose que je veux relever, regardez le profil des gens qui composent le CNT. C'est certainement des gens avec... c'est une sorte d'élite, entre guillemets. Première chose. Deuxième chose, ça ne touche pas à toutes les préfectures. Les représentants sont soit de régions, à la limite. Ça ne touche pas aux préfectures. Et on va à la rencontre du commerçant. On va à la rencontre de l'agriculteur qui vit de ça. Les grandes gueules. C'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Et donc, il faut quand même être honnête. Si on veut faire un véritable travail, à moins qu'on ne soit pas d'accord avec le principe de la refondation, ça je l'entendrai. Mais si on est d'accord avec le principe de la refondation et qu'on ne l'a pas décrié, les consultations de ce type n'ont que de la plus-value. Ça peut donner du temps, c'est vrai. 1 mois à la rigueur, c'est ce que ça va prendre dans le cadre de l'élaboration de ce document. Effectivement, 1 mois, mais sur le fond, 1 mois pour recueillir les préoccupations et les attentes des Guinéens. Moi, je dis ce n'est pas cher. Et s'inscrire dans une logique d'opposition systématique, parce que je le lis depuis un certain moment, ça c'est de l'opposition aveugle et ça ne construit pas forcément
l'idéal de nation que tous nous sommes en train de poursuivre. Voilà, Tamba Zakari Minimono, Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Ma grande Mafa. Allez, cette mission, il n'y a pas eu de compte rendu pour l'instant. Hein? Oui, on attend déjà, ils doivent entamer, mais après, je ne partage pas forcément cette position de Tamba. Djiba donnait un exemple tout à l'heure, mais moi je vais au-delà. Moi je vais, lorsque le CNRD a commencé, il y a eu ces consultations du côté du Palais du Peuple, où le président a écouté, on ne va pas dire tous les Guinéens, mais les représentants d'une grande frange des Guinéens. Et quand on va au-delà, il y a quelque chose quand même qu'on peut remarquer au niveau des départements, des services, quand quelqu'un est nommé. La première des choses, c'est d'aller voir sur le terrain en faisant fi, par exemple, des constats qui ont par exemple été établis d'abord. C'est comme si les constats qui ont été établis ne représentaient absolument rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le CNT qui est composé là n'est pas censé ignorer le vrai problème des Guinéens. Oui. Que ce CNT n'est pas censé ignorer ce que les Guinéens attendent de ce CNT. On n'a pas besoin de mobiliser encore une équipe et de mobiliser de l'argent qui aurait peut-être servi à quelque chose, minime soit-il, de repartir encore à l'intérieur du pays pour écouter les Guinéens. On connaît le problème. Ce dont les Guinéens ont besoin aujourd'hui, c'est des leaders sérieux. C'est des leaders qui leur donneront des hôpitaux, des écoles. On partagera la richesse. On parle de bauxite aujourd'hui en Guinée, que les conventions soient signées et que la Guinée gagne. La gouvernance par le haut. La gouvernance par le haut. C'est ça. Les grands gars. Pas par le haut, mais écoutez. Gouverner par le haut. Pas par le haut. Du Ceux qui arrivent. S'il te plaît, s'il te plaît. Gouverner des bureaux, gouverner des studios, c'est ça? C'est pour preuve. Pour non, preuve, je comprends tous les deux, hein, je pense qu'on va s'écouter. Tamba défend la classe ouvrière. Non, mais c'est important quand tu dis qu'on connaît les... Tamba ne défend pas la classe ouvrière. Le problème, c'est que de cacher des fois ces démarches qu'on trouve pour trouver de l'argent, pour se donner une Après, importance. quand vous allez vous casser la gueule... Écoute, non. Je pense que Diba, Tamba, je t'ai écouté. Ma démarche n'est pas maligne. Hein. Non, je la trouve très maligne. Sinon, tu pourrais m'écouter aussi. Pour cacher quoi? Oui. Je veux vraiment l'entendre. Écoute-moi. Pour cacher quoi? On va l'écouter. Non, mais une démarche maligne, elle le dit dans ce studio. Une démarche maligne pour cacher des intérêts. Quel intérêt? Je veux entendre ça. L'intérêt pas pour toi. Écoute, d'accord. Ne te sens pas visé. C'est trop sensible là quand même. Non, mais attends, c'est très sensible par ailleurs le sujet. Et donc, quand on dit des choses, c'est important de mesurer ce que l'on dit. Quand je parle d'intérêt, eh bien voilà, pour une fois ça arrive. C'est au niveau. Mafoudia. Mafoudia Tamba. Oui, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent qu'on se retrouve comme ça. On a dit. Mais Tamba, mais écoute-moi. D'accord, vas-y, merci. C'est un gros macho ce matin. Ah ben Solji, hein. Moi, ce que je dis, je réitère ça. On n'a pas besoin de faire ce travail de consultation à la base parce qu'on... Non, mais attendez, tu n'as pas besoin d'être d'accord. Je ne veux pas de ton accord, je veux ton écoute. Ce que je dis... On n'a pas besoin de cette consultation. On connaît les réels problèmes de la nation. Jacques venait de le dire tout à l'heure. Cette transition, c'est pas comme si on avait 1000 ans devant nous. Hein. Il y a des priorités. On doit pouvoir les connaître. Et quand on les connaît, il serait important d'aller directement au but. Apparemment, le CNT même attend. Mais c'est comme ça, la fin de cette... quand on va directement au but. Oh là là. Le CNT même attend la fin de cette consultation pour pouvoir se déterminer sur le temps de la durée. Mais est-ce que déjà à date, on ne sait pas ce qu'on veut faire de cette transition? On ne sait pas qu'on doit pouvoir aller vers les élections. Il y a certains problèmes auxquels on s'attaque. Est-ce que c'est pas important de pouvoir les remettre et de donner et permettre à l'équipe qui viendra après? Je ne dis pas que c'est forcément inutile, mais on peut s'en passer. On n'en a pas forcément besoin. C'est qu'il faut dire. Pardon, je n'ai pas terminé. Oui. Ce CNT peut faire autrement. Il y a une équipe qui est mise, qui est en place à Conakry, qui peut travailler, qui peut faire des propositions qui permettront au CNT de bouger. Au CNRD de bouger. Maintenant, avant de passer la parole rapidement, c'est par rapport au FNDC. Moi, je les comprends. Mais ce que je veux leur dire en ce moment, c'est d'éviter des slogans creux. C'est de tirer les leçons des tiraillements qu'on a connus depuis des années. On en est arrivé à un moment dans ce pays où c'était vraiment un mur. Donc on croise les doigts, on regarde. Non, attention, je ne le dis pas. Ah ben si, c'est je ce que ne tu le dis. dis pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que face au CNRD, qui est venu, parce qu'on ne va pas perdre de vue ce que Doumbouya a dit au début, sa volonté. Parce que jusqu'à date, on n'est pas à mesure de dire... Carrément, Doumbouya, il est venu, il a menti aux Guinéens, on ne saurait le dire. Donc, pour cette raison, on dirait
à des acteurs de la société civile comme Fonike Mengue. Non, écoute-moi. Des acteurs de la société civile comme Fonike Mengue qui sont très suivis, de pouvoir faire de telle sorte que chaque acte posé puisse nous mener vers des actions, mais pas nous mener vers une confrontation qui forcément nous mettra encore dans un blocus où on aura en face une société civile qui ne veut rien entendre et des autorités aussi qui n'ont pas confiance en la société civile. On doit pouvoir tirer les leçons. On doit pouvoir tirer les leçons. Et pour pallier cela, il faut un dialogue. Je veux un dialogue. Je ne veux pas des positions tranchées parce qu'on doit pouvoir réussir cette transition. Si on ne le fait pas, mais attends, on sera tous encore là au bout de 2023-2024. Mais alors, moi je le réitère. On a un mur. Moi je le réitère pour Fonike Mengue qui est à la tête du FNDC aujourd'hui. Le FNDC qui est plus que l'opposition aujourd'hui, d'avoir la bonne démarche pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats qui puissent nous permettre d'avancer. Dans le non. Merci beaucoup. Négation. Allez-y. Sur la question de la consultation locale, je voudrais dire, Marf, peut-être qu'il faut demander au CNT, au CNRD de peut-être rendre speed le travail ou de compresser le temps de travail, mais il est évidemment important qu'on tienne compte de la vie de l'intérieur du pays dans la construction de notre nation. Ça a été la grande erreur que nous avons commis depuis des années. Nous avons précipité les choses, nous n'avons pas consulté tous les Guinéens. Certains se sont assis dans 4 murs. On se souvient du CNT de 2010, je ne sais pas si c'était 2009. Ils se sont assis en 4 murs. Ils ont rédigé un texte qui ne tenait pas de l'avis de tous les Guinéens. On sait ce à quoi ça nous a conduit. Et pour revenir au cas spécifique de la transition, je voulais tout simplement dire à Djiba que le cas burkinabé, certes, c'est un exemple en termes de rapidité, en termes de proposition, mais la configuration n'est pas la même. Au Burkina Faso, les oppositions n'ont pas donné leur onction dès le début à ce coup d'État comme on l'a fait ici. Le piège dans lequel les partis politiques se sont engourbés en Guinée, c'est qu'ils ont pris le CNRD depuis le 5 comme partenaire. On les a encensés, on leur a donné, c'est-à-dire la détestation du professeur Alpha Condé les a aveuglés à tel point que le Mamadi Doumbouya était le sauveur entre guillemets. C'était l'enfant chéri qui a donné la liberté à tous les Guinéens. Donc il fallait lui accorder le crédit total de cette transition. Donc on a permis à l'homme de prendre la grandeur, de prendre de l'ampleur et de s'installer dans son pouvoir. Ce qui a permis de... Finalement, il vient de loger tout le monde. Oui, évidemment. C'est qui les a renvoyés. Oui, mais évidemment. Oui, il a délogé le professeur Alpha Condé, il a délogé Sidia Touré, il a délogé Cellou Dalein, c'est quand même un garçon. Donc il a permis de rédiger cette charte. Et vous vous souviendrez que bien avant la charte finale du CNRD, pour répondre à la question de Tamba, il y a une charte qui a circulé avant, qu'on avait prêté au CNRD. Ça, c'était dans la même configuration que le chronogramme. Mais permets-moi, pourquoi tu es pressé? On n'est pas dans un train. Donc, ce qui a poussé, à un moment donné, la population à se jeter dans la conjecture. Et moi, je veux dire encore une fois que les partis politiques se sont pris à leur propre piège. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Je pense que dès le début... Non, je dis pas... Non, je t'ai écouté. Attention, personne ne s'est pris dans un piège. Il y avait un besoin d'unité. Non, attention. Tout le monde... Parce qu'on n'est pas en train de remettre en cause ce que le CNRD a fait. Il y a une question de mobilisation sociale autour du CNRD. Il y a une question de mobilisation sociale autour du CNRD. Vous comprenez? Laisse-moi te dire. Les partis politiques, ça n'allait pas empêcher. Puisque vous parlez des partis politiques, il y en a qui ont pris la parole sur cette charte, qui ont dit qu'on ne connaît pas ceux qui l'ont rédigé, qu'il y avait des problèmes. Il y en a la plupart qui ont pris la parole. Non, il y a des acteurs qui ont pris la parole. Tu ne peux pas comparer les partis satellites. Il y a des observateurs. Non, mais il y en a même pas. Non, il y a des observateurs. Il y a des observateurs qui ont pris la parole pour attirer l'attention sur les personnes qui ont rédigé la charte de la transition. Ça s'est fait. À moins que j'ai perdu ma mémoire. Ça s'est fait. À moins que j'ai perdu ma mémoire. Il y en a qui ont attiré l'attention. À moins que j'ai perdu ma mémoire, je ne me souviens pas avoir entendu un seul acteur politique se lever, réchigner contre cette charte. Tout le monde a validé la charte. Non, Djiba, permets-moi. La charte, la transition. Au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé? L'avant-projet de la charte, ils n'ont pas que respecté leur engagement. L'avant-projet de la charte, dans son article, au titre 4 de son article 20, avait proposé que la transition n'excéderait pas 12 mois. Regarde bien la charte du Burkina Faso. Ils sont à 3 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder bien les choses. Aujourd'hui, la classe politique, ce qu'on a reproché évidemment à Cellou Dalein Diallo, c'est de ne pas avoir pris de la hauteur le 5 ou le 6. C'est-à-dire que c'était bien de valider une transition, parce que selon eux, nous étions dans une dictature, et tous les mots qu'ils avaient décriés, mais ils auraient dû être prudents en disant à la transition à l'époque, oui, nous sommes d'accord pour un coup d'État, mais nous restons vigilants
et nous appelons au retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Les gens ont appelé à l'ordre, ils l'ont fait. Les gens ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Le débat a été fait. Attention. Je suis maître de mes mots. Oui, mais tu as parlé. Laisse-moi aussi placer. Si tu ne me laisses pas placer, c'est que c'est un débat sans suite. Non, c'est mon temps. C'est mon temps de parole. C'est pas un monologue. C'est mon temps de parole. Tu attends que je finisse de parler. Après, tu pourras répliquer comme tu veux. Ce que je veux dire, moi, sur le cadre du FNDC, le FNDC tente d'exister à travers Fonike Mengue. Et le FNDC n'a existé que par les slogans depuis le début. Attention. Oui, mais c'est trop facile. C'est trop facile. La meilleure marchandise. Oui, mais depuis après. Depuis après le retrait de l'UFDG dans le FNDC, c'est devenu une coquille vide. Et le FNDC n'a existé que par les slogans. Ça a été une marchandise qu'ils ont toujours vendue. On se souvient du Amoulanfé qui avait matché au sein de la population. Aujourd'hui, Fonike Mengue ne peut pas se lancer dans une aventure de Amoulanfé parce que ce n'est pas dans le même contexte. Donc il faut trouver un autre slogan pour pouvoir exister, pour pouvoir réveiller la meute populaire. Oui, transition Mandamara, parce que le contexte on est dans une transition qui ne donne pas, qui donne pas de la lumière sur l'avenir. Donc bien évidemment qu'il faut exister, et pour exister, il faut créer des slogans. Bien, allez, vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.